Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Chez Greenpeace, qui est hyper valorisant. Il y a des moments où on est hyper frustré, je pense, comme tout le monde qui fait du militantisme. Mais ce qui est hyper valorisant, c'est quand même au bout d'un an, on se dit, telle action, elle a donné ses fruits, et telle action, elle a porté ses fruits, etc. Et on peut vraiment voir des choses qui bougent, quoi. Alors, on peut très bien dire que ça bouge pas assez, mais honnêtement, on voit des choses qui bougent, et ça, c'est hyper positif. Et c'est possible, et c'est très valorisant quand on est un particulier, là où si vous allez tenir un stand toute seule devant une entreprise qui fait quelque chose de polluant, tout le monde n'y portera pas attention, là où quand on y va en groupe et qu'on continue un push de longue haleine, qu'on alerte le grand public, etc., on peut vraiment avoir un impact. Céline consacre une grosse partie de son temps à l'écologie pour faire avancer les choses de manière collective. Elle a choisi l'associatif via Greenpeace, mais aussi son milieu professionnel, car cela lui permet de consacrer au minimum 35 heures de sa semaine à l'écologie. Dans le privé, elle a choisi de répondre à la question « En ai-je vraiment besoin ?» Parfois c'est non, parfois c'est oui, car la santé mentale est tout aussi importante. Elle essaie que 80% de ses choix soient dans le respect de l'écologie, et c'est déjà très bien. Je vous laisse en compagnie de Céline. Bonjour Céline. Bonjour Amélie. Donc je vais commencer par la première question, c'est comment te sens-tu quand je te parle d'écologie aujourd'hui ? Passionnée, je dirais en un mot. C'est un sujet primordial, c'est un sujet à côté duquel on ne peut pas passer. Et ça devrait maintenant être devenu, j'aimerais bien que ce soit devenu tellement logique que ça fasse partie des premières nécessités, comme plein d'autres choses, comme qu'il n'y ait pas de gens dans la rue, comme que tout le monde mange à sa faim, etc., etc. Et comment toi tu te décrirais sous le prisme de l'écologie ? Je dirais que c'est au centre de ma vie, mais c'est aussi, et je sais que c'est un des sujets dont on va parler, mais c'est aussi une source de culpabilité, parce que ça a beau être au centre de ma vie et de mes préoccupations, ça l'est pas assez sur plein de sujets, sur plein d'efforts personnels que j'ai l'impression que je devrais faire plus et que je fais pas assez. Et en même temps, c'est vrai que j'ai décidé il y a relativement longtemps maintenant de consacrer ma carrière à ça, de me consacrer une partie de mon temps personnel à ça, au militantisme. Donc c'est fait partie vraiment de du cœur de mes sujets dans ma vie de tous les jours. Et en même temps pas assez, dans un autre sens, quoi. Comment toi l'écologie elle est venue à toi ? D'une manière assez spéciale, j'étais dans une conférence quand j'étais étudiante, une conférence d'Hubert Reeves. Alors il est plus connu par des gens un peu plus vieux de ma génération, mais c'est un astronome assez réputé en France, le plus réputé, je dirais, en France, donc qui se concentrait surtout sur les autres planètes que la planète Terre. Et un jour, il a eu cette révélation, j'arrête pas de parler des autres planètes, ça fait un peu rêver. Moi, quand j'étais petite, je voulais être astronaute, je trouvais ça hyper chouette. Et du coup, lui, il parlait des autres planètes, donc je trouvais ça vraiment cool. Et il faisait une conférence et il a dit, il a sorti un livre à l'époque qui s'appelait Mal de Terre, et donc il a fait une conférence et il a dit, en fait, j'arrête pas de me concentrer sur les autres planètes, mais c'est la nôtre qui va mal en ce moment, et c'est sur celle-là qu'on devrait se concentrer, parce que on n'aura pas l'occasion de faire des voyages dans l'espace si la nôtre n'existe plus. Euh, et euh, c'était à un moment où on parlait quand même moins d'écologie que maintenant, on en parlait, mais c'était un sujet moins primordial. Et cette conférence, en fait, en une seule, je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent donner un moment comme ça où ils sont devenus écolos, mais moi, c'est vraiment cette conférence qui m'a ouvert les yeux en une fois et qui m'a fait vraiment devenir écolo. Ouais.
Et qu'est-ce que tu mets en pratique au quotidien pour être écolo? Pas assez de choses. Je pense que et je pense que je me complais un peu de me dire, j'ai dédié ma carrière à ça, j'ai dédié un temps, personnel, au militantisme et du coup, bah, de temps en temps, si je mange un peu de viande, c'est pas grave. De temps en temps, si, bah, ça c'est pas, c'est un peu trop de déchets, c'est pas un drame et après chaque fois, je me sens un peu coupable à me dire: «Je devrais faire plus». Mais je pense que le fait que dans tous mes gestes et cetera, c'est quand même une conscience que j'ai, je pense que c'est déjà un très bon premier pas et je pense que c'est déjà très bien si les gens ont ça, de se dire: ben comme quand je dépense, je sais pas 100 € sur un t-shirt et qu'on se dit: «Bah, attends, un t-shirt, est-ce que ça vaut vraiment 100 €?» Ben on devrait aussi se dire: «Bah, si j'achète un nouveau t-shirt, que c'est pas écolo, qu'il est pas en coton biologique, qu'en plus il est pas vintage, qu'il est pas seconde main et cetera. Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser cette empreinte écologique-là?» C'est déjà un super réflexe parce que la réponse peut être oui et c'est pas un drame et c'est normal de temps en temps. Mais au moins de se poser la question, quoi. Et je pense que ça, c'est un bon début pour tout le monde. Et toi, tu te poses la question à chaque fois? Oui, mais je te dis pas que la réponse est pas, que régulièrement, tant pis, je me fais plaisir, tant pis, je considère que ça, c'est plus important à l'instant T, pour ma, santé mentale et physique ou pour mon plaisir tout simplement que la planète. C'est clair. Et est-ce que c'est pas aussi difficile de mettre ça en place au quotidien parce que la société nous aide pas non plus à ce que la réponse soit non à chaque fois, quoi. Ah mais c'est clair. C'est clair que et c'est pour ça, et quand j'ai eu cette révélation un peu écologique, mon premier réflexe, ça a plutôt été du militantisme parce que j'étais persuadée à l'époque, on en parlait très peu et donc demander aux consommateurs de faire bouger les choses, c'est quand même compliqué quand ils ont assez peu d'options, quand ils ont pas forcément l'argent pour parce que souvent c'était pas, encore moins à l'époque que maintenant, mais même maintenant, pas toujours l'option la moins chère de choisir de faire écolo. Et pour moi, il y a et puis, l'empreinte écologique, soyons honnêtes, dans les pays, elle vient pas, nécessairement majoritairement des gens. Et du coup, il y a quand même un vrai sujet de faire bouger les gouvernements et de faire bouger les sociétés, les entreprises, hem, sur ces lignes-là. Et je pense que si on n'arrive pas à faire ça, demander à tous les gens de porter ce poids des responsabilités, cette culpabilité, parce que c'est le gros problème que l'écologie puisse être culpabilisante, de porter ça, alors que derrière, le gouvernement met pas en place les bonnes mesures, les bonnes choses qui peuvent nous motiver, qui peuvent faire que c'est quelque chose de positif, de motivant, et les entreprises aussi, ne sont pas assez contrôlées, peuvent faire ce qu'elles veulent et faire n'importe quoi. Hem Et que tout l'argent va encore, en fait, dans des trucs hyper sales et après aller demander, enfin, quand je vois qu'il y a des panneaux publicitaires, qui sont encore allumés à Paris, toute la journée avec des pubs, en plus souvent pas des pubs, très écologiques, et qu'on demande aux gens de faire un effort pendant l'hiver, pour se chauffer moins, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Moi, je suis allée à Paris la semaine dernière et ouais, ce qui m'a choqué, c'est le nombre de publicités pour des voyages en avion si peu chers. Oui, des publicités pour des voyages en avion sur des panneaux lumineux, quoi. Enfin, ou des écrans lumineux. On est vraiment sur, on est là vraiment le monde va dans le mauvais sens et ça, c'est à la ville de Paris qui est pourtant une ville, très écolo et qui a plein de super initiatives. C'est au gouvernement de faire bouger les choses et de mettre les bonnes règles et les bonnes pratiques en place. Je trouve qu'on a une trop grosse tendance à dire que c'est aux particuliers de tout faire, aux consommateurs de tout faire, alors que c'est pas du tout le cas. Et en même temps, il faut pas non plus se dédouaner complètement en tant que consommateur, de se dire: «Non mais attends, de toute façon, moi tant que le gouvernement a pas mis les bonnes règles en place, ou tant que les entreprises, polluent, énormément et font des super profits, moi je fais rien». Je pense que c'est à chacun de faire l'effort, mais clairement, il faut que les bons choix soient aussi mis devant les personnes, qu'elles puissent faire le choix, d'aller sur des choses plus écologiques, qu'elles puissent ne pas être incitées, qu'on ne mette pas des produits marketing, des publicités et cetera, devant leurs yeux et qu'après on leur reproche de «succomber» entre guillemets à la publicité. C'est aberrant, comme manière de fonctionner. Et toi, tu dis que tu as été militante. Oui. De quelle manière? Alors quand j'étais étudiante, c'était, en lançant des assos étudiantes.
les étudiants, ce qui est quand même chouette, c'est que c'est des jeunes et c'est des jeunes en général qui vont avoir un impact plus tard sur la manière non seulement dont ils consomment personnellement, mais aussi dans les entreprises ou les universités ou les associations dans lesquelles ils travailleront. C'est aussi souvent des gens avec plein d'énergie qui ont envie de bouger. Et donc déjà quand j'étais étudiante, j'ai essayé de lancer des associations ou de participer à des associations existantes pour que la conscience des milieux dans lesquels j'étais augmente sur les sujets écologiques. Et après plus tard, quand j'étais entre guillemets adulte, j'ai un peu parcouru toutes les. Je pense que pour moi c'était important de m'engager en général, et je me suis un peu dit quelle est la cause pour laquelle je vais m'engager parce que malheureusement j'ai un temps fini, et quelle est l'association dans cette cause. Et donc c'était la cause écologique dans ce cas-ci, et quelle est l'association avec laquelle je suis le plus en phase en termes de valeurs, et donc qu'il sera le plus facile de défendre pour moi, et avec laquelle je pourrais le plus facilement faire des activités ou des actions, quoi. Et il se trouve que j'ai été et que je suis toujours, mais là un peu en pause parce que je suis devenue récemment maman, et ça prend un temps assez incommensurable avant d'être maman, mais et il se trouve que du coup j'ai choisi d'être militante, et je suis toujours militante chez Greenpeace. Ok. Et c'est quoi ton rôle à Greenpeace? Qu'est-ce que tu fais exactement? Bah, donc en ce moment, je suis en pause, Ok. juste avant Pardon. de partir. Avant. Juste avant de partir en congé maternité, les militants donc qui sont des bénévoles qui travaillent le soir ou le week-end bénévolement, sont regroupés en groupes locaux un peu partout dans la France, Ok. et participent à des activités légales. Et ça peut être des activités internes de se former aussi sur les sujets, ce qui est hyper important évidemment, surtout quand on va après aller parler à des gens du grand public. Mais il y a aussi beaucoup d'activités externes. Ça peut être aller sur des marchés et rencontrer les gens pour leur parler d'un sujet en particulier, faire signer des pétitions, participer à des stands sur des festivals, sur des différents événements, ou ça peut aussi aller à faire un push pour par exemple, contre les actions d'une entreprise qui fait quelque chose avec lequel on n'est vraiment pas en phase, et essayer d'alerter le public sur ce que fait cette entreprise, et essayer de faire bouger les choses, parce que en fait, en tant que particulier, là où on a vraiment un gros pouvoir d'action, c'est de se mettre ensemble et de faire bouger les lignes des gros pollueurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose chez Greenpeace qui est hyper valorisant. Il y a des moments où on est hyper frustré, je pense comme tout le monde qui fait du militantisme, mais ce qui est hyper valorisant, c'est quand même au bout d'un an, on se dit bah telle action elle a donné ses fruits, et telle action elle a porté ses fruits, etc. Et on peut vraiment voir des choses qui bougent, quoi. Alors on peut très bien dire que ça bouge pas assez, mais honnêtement, on voit des choses qui bougent, et ça, c'est hyper positif, et c'est possible, et c'est très valorisant quand on est un particulier. Là où si vous allez tenir un stand toute seule devant une entreprise qui fait quelque chose de polluant, ben tout le monde n'y portera pas attention. Là où quand on y va en groupe et qu'on continue un push de longue haleine, qu'on alerte le grand public, etc., on peut vraiment avoir un impact. T'as une victoire qui t'a plus marqué que d'autres dans tes années de militantisme? Il y a longtemps, il y avait un partenariat qui durait depuis très longtemps entre Lego et Shell. Et Lego avait des petites stations-service en Lego avec le logo Shell dessus. Et en plus, ils venaient de sortir des Lego qui foraient dans l'Arctique, donc il y avait quand même vraiment un sujet un petit peu complexe. Et personnellement, ça me touchait quand même beaucoup que on utilise le marketing Lego, et donc des enfants qui vont jouer avec le logo Shell, etc. Et donc dans leur imaginaire, dans leur inconscient, ce logo va devenir quelque chose qui rattache à un moment chouette de leur vie, à des moments de créativité, à des moments de joie, etc. Et donc quand ils le revoient adultes, sans s'en rendre compte du tout, ils vont associer ce logo qui pourtant est attaché à une entreprise qui avait quand même, en tout cas à l'époque, mais encore maintenant, pas mal d'activités très polluantes. Et ils vont rattacher ça, et en plus ils vont le voir souvent sur des stations-service, etc. Et ils vont rattacher ça à un moment de joie, et donc ils vont avoir plutôt de la complaisance quand ils vont entendre parler de cette entreprise, un rattachement plutôt affectif. Et pour moi, c'est un peu du brainwashing d'enfance. C'était un truc qui me touchait particulièrement. Et on a fait un gros push pour que Lego arrête ce partenariat avec Shell, et qui a fonctionné. Ils ont arrêté le partenariat parce que dans
tous les pays où Greenpeace était actif, ce qui est beaucoup de pays dans le monde, on était devant les magasins Lego, devant les magasins Grande Récré, devant tous les magasins de jouets. On mettait des petits stickers sur toutes les boîtes de Lego pour prévenir le public. Et en fait, parce que les gens ont été informés, les gens se sont alertés de ça. Ils n'ont pas eu envie que leurs enfants rentrent dans une espèce de formatage. Et donc, c'est quelque chose qui a marché. Et Lego a arrêté son partenariat. Ça s'y était il y a quelques années, mais je pense que ça m'a marqué aussi pour le symbolisme, parce que effectivement, le marketing, la communication, c'est très fort. Il y a plein de leviers pour communiquer avec les gens et rentrer un peu dans leur inconscient, dans leurs habitudes, etc. C'est des leviers qui peuvent être utilisés par des entreprises très polluantes, comme par des ONG militantes qui veulent donner ce que eux pensent être les bonnes habitudes, les bons gestes, etc. Et du coup, c'est des leviers très puissants qui, dans les mauvaises mains, sont des armes très puissantes. Et ça m'a marqué dans le cadre du partenariat avec Lego que ça puisse aller jusqu'à toucher des enfants et voir un truc aussi long terme comme impact, quoi. Donc toi, par ton vécu, en fait, tu peux vraiment dire que se soulever en groupe, ça fonctionne. Oui, Et que derrière, il y a vraiment quelque chose de positif pour la oui, planète. oui. Je pense que moi personnellement le côté négatif que j'ai vu en tant qu'être militante, et en général c'est le côté négatif en tant qu'écologiste, c'est le côté de se dire je pourrais faire plus. Et quand on est militant, dans le groupe dans lequel vous êtes militant ou militante, il y a toujours des gens qui feront plus que vous. Et du coup, il y a toujours cette frustration de dire je pourrais donner plus de temps, je pourrais donner plus d'énergie, je pourrais prendre plus de risques. Mais je pense que justement, il faut déjà se remercier du temps qu'on y passe, se féliciter du temps qu'on y passe. Et oui, en fait, quand on participe à des actions de groupe, et même si on en participe à une dans sa vie, et ben ça fait bouger les choses. Et si on a participé une fois dans sa vie, ben, on a eu un impact positif. Donc c'est hyper chouette. Et c'est ça qu'il faut voir. Et je sais pas du tout si toi, dans ta famille, tes amis, des gens étaient déjà dans l'écologie, mais est-ce que, enfin, comment ça a été pris dans ton entourage, ce sujet-là qui était très important pour toi? On évite un peu d'en parler. En fait, autant je peux facilement débattre avec des gens que je connais moins bien, donc que ce soit le grand public sur des stands Greenpeace, que ce soit dans mon milieu professionnel, etc. Avec mes amis proches et ma famille, j'ai du mal à rentrer dans le débat parce que ça peut aussi être un petit peu conflictuel, alors qu'on a une relation amicale ou familiale à côté. C'est un de mes défauts. Et clairement, je suis mes amis, c'est un peu différent, mais dans ma famille, je suis pas particulièrement dans un milieu écologique. Et même dans mes amis, je dirais que la plupart de mes amis ont cette sensibilité, mais on n'est pas forcément d'accord sur les moyens, les leviers, etc. Là où Greenpeace peut avoir des positions très fortes. Et donc, c'est plutôt des débats que j'ai pas envie d'avoir si je sais que de toute façon, on n'arrivera jamais à atteindre un accord. Après, je me suis jamais cachée non plus dans ce que je faisais. Et je pense que mes parents ont dû se dire que c'était une phase, et puis après ils ont vu que c'était pas une phase, mais que bon, j'étais heureuse dans ma vie, donc je pense que il faut un peu avec. Voilà. Et t'as des interrogations, des peurs, des doutes au quotidien par rapport à l'écologie? Oui, je pense que j'ai pas une grosse forme d'éco-anxiété parce que je suis d'un naturel très optimiste, mais j'ai clairement toujours en fond quand même de me dire voilà, on va pas y arriver et là on va vraiment être mal. On va vraiment être mal parce que ça a un impact vraiment négatif sur la planète. Et en fait, quand on dit sur la planète, c'est sur l'espèce humaine, parce que là, la planète Terre, elle existera encore jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un problème là plutôt d'astronomie, mais pendant encore très très longtemps la planète Terre va exister, et les autres espèces, malgré le fait qu'on est quand même assez bon pour les détruire, une fois que nous on n'existera plus, il y aura plein d'autres espèces qui arriveront à se développer et à continuer à vivre sur la planète. Dans le cas où on fait pas un énorme accident nucléaire qui détruit toute vie sur Terre. Mais on va dire dans un cas probable, une fois que notre espèce n'existera plus, il y a plein d'autres espèces qui pourront continuer à vivre, à évoluer, etc. Mais en fait, moi je suis très attachée à l'espèce humaine, et je pense qu'on est capable du meilleur comme du pire. Et en fait, quand on dit sauvons la planète, c'est pas sauvons la planète, c'est sauvons-nous. Et c'est vrai que je suis assez inquiète de quelles seront les conditions de vie dans 100 ans.
Est-ce qu'on aura tellement abîmé notre planète qu'on n'aura plus les ressources pour vivre d'une manière confortable, joyeuse, ou est-ce qu'on reviendra dans des conditions qui seront proches de celles que nos ancêtres ont pu connaître au Moyen Âge, etc., qui étaient quand même avec une espérance de vie beaucoup moins grande, avec des maladies auxquelles on pouvait pas faire face, avec des moments de famine, de pauvreté extrême. C'est ça que pour lesquels je me bats, moi. Et mais c'est pas tes peurs au quotidien. Ça, c'est une Non. peur, on va dire, globale, mais ça va pas Ouais. venir polluer, si je puis me permettre ce mot, ton quotidien. Non. Non, non. Non, parce que je suis d'un naturel optimiste et parce que je suis convaincue qu'on est capable d'agir et que même quand on agit tard, en général, souvent quand on agit tard en tant qu'espèce, on finit quand même par s'en sortir et faire des trucs assez géniaux. Mais on a aussi fait des trucs vraiment pas cool et souvent les trucs géniaux sont arrivés après des phases de guerre, après des phases de conflit, après des phases un peu sombres dans notre histoire. Et j'ai un peu peur qu'on doive traverser ça, quoi. Et j'aimerais bien qu'on arrive à l'éviter et on est avec une technologie qui est de plus en plus incroyable et innovante et c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à donner les moyens alors qu'en fait on les a pour traverser cette période sans passer par une période sombre. Ouais, on n'a pas les bonnes priorités Ouais, on n'a pas les bonnes priorités. au niveau du gouvernement. Euh, Ouais, du gouvernement et des et des privés aussi parce entreprises. que les entreprises ont aussi leur part à jouer. Ouais. Oui, oui, de toute façon, c'est un tout, hein. C'est particulier, entreprise, gouvernement. Tant qu'on travaillera pas main dans la main vers la même chose, il y aura forcément des conflits Ouais. et on n'avancera pas à la vitesse où nous, on le souhaiterait, quoi. C'est ça. Et là où tu as tout à fait raison, c'est qu'il y a un moment, c'est le gouvernement qui décide aussi des règles du jeu, quoi, dans lesquelles on joue et dans lesquelles les entreprises jouent, et que c'est quand même aussi par eux que ça peut commencer. Euh, Toi qui es maman maintenant, est-ce que t'as une peur quand même pour le futur de ton enfant? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, j'avais un gros questionnement parce que je pense qu'un des trucs les moins écolos qu'on peut faire, c'est de faire des enfants. Parce que bah, les enfants, ils consomment après pour toute leur vie, donc c'est quand même très long comme impact sur la société. Mais après, on m'a dit quelque chose de très juste, que si tous les écolos faisaient pas d'enfants, bah, la prochaine génération, elle serait peut-être pas très écolo. Ce qui est pas faux, donc ça m'a un peu rassurée. Mais évidemment, oui. Après, encore une fois, c'est comme sur le reste, je suis éternellement optimiste, donc je reste convaincue qu'on va trouver des solutions, qu'on va arriver à faire les bons gestes. À mon avis, un peu tard, donc on devra faire des efforts un peu pénibles, mais on y arrivera. Et je pense que ce qu'il faut que j'arrive à lui donner, c'est toutes les clés en main pour pouvoir être agile, pour pouvoir se débrouiller, pour pouvoir faire plus avec moins, pour trouver elle ce qui est important pour elle dans la vie, là où elle peut amener de la valeur, là où elle peut avoir un impact. Et après faire confiance dans le reste de l'espèce et en ma fille pour que tout se passe bien. Ouais. Bah moi j'ai exactement la même interrogation que toi. Moi j'ai pas d'enfant, mais c'était exactement la même interrogation. Et on m'a dit la même chose que toi, qu'à un moment donné, si plus d'écolos faisaient d'enfants, bah c'est la prochaine génération, ce serait une cata. Et on m'a aussi dit que de toute manière, à chaque temps de guerre, on a continué à faire des enfants. Ouais. Et donc en fait, dans ces moments-là, les gens avaient toujours de l'espoir alors qu'ils étaient en pleine guerre, donc que c'était la cata et continuaient à faire des enfants et que les enfants c'était l'espoir. Et ça aussi, ça m'a touchée. Oui, et je pense en vrai, c'est aussi une manière t'as tout à fait raison, et je pense que c'est une manière aussi, quand même aussi, de se rassurer, de se dire, bah si aucun écolo fait des enfants, ils seront pas écolos. Parce que moi, mes parents étaient pas écolos et pourtant je le suis, donc je suis complètement persuadée que la génération d'après a pas besoin de nous pour être écolo. Mais par contre, je pense aussi que ça nous ouvre les yeux encore plus quand on a des enfants. Parce que c'est d'autant plus important quand on a des enfants que la planète soit préservée, qu'ils aient des ressources, que ils arrivent à vivre dans un monde qui est beau, qui est en harmonie. Et puis il y a un côté, moi je suis, ce qui est aussi très important pour moi, c'est la non-violence, qui font aussi partie d'ailleurs des valeurs de Greenpeace. Et il y a un côté aussi qu'un enfant nous amène tellement d'amour que ça nous fait aussi voir le monde d'une autre manière et revoir les priorités peut-être d'une autre manière. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui fait aussi qu'on peut devenir écolo rien qu'à avoir un enfant.
ça, c'est assez beau. Et je pense qu'on a le même sujet après. Tu parlais de l'avion et des voyages. Est-ce qu'il faut arrêter l'avion complètement, mais ne plus découvrir les cultures qui sont très loin de nous, qui nous font ouvrir les yeux et devenir plus ouverts ou pas? Et je pense que c'est un grand débat et que les deux parties ont carrément du sens. Et je pense que les enfants, c'est un peu pareil. C'est un geste très peu écolo d'avoir un enfant et en même temps, c'est aussi l'espoir, c'est aussi l'amour, c'est aussi le futur de notre planète. Donc, c'est aussi notre instinct profond de continuer à perpétuer notre espèce. Et donc, je pense qu'il faut aussi pouvoir avoir envie de vivre cette expérience si on a envie de la vivre. Et donc là, tu parlais d'avion. Toi, quels sont tes objectifs là pour être un peu plus en phase avec la transition écologique? Est-ce que tu en as? Les personnels? Ouais, personnel ou professionnel, celle que tu as envie de partager. Alors personnellement, j'ai du mal à faire des efforts complètement extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, je pense que c'est très très sain de devenir végétarien. D'un point de vue santé et d'un point de vue planète. Mais ce que moi j'ai fait, parce que je pense que c'est plus facile, c'est de réduire. Je pense que c'est plus facile la réduction que de dire l'arrêt complet. Et donc, c'est par exemple, ça c'est un de mes objectifs personnels, c'est de toujours regarder si l'option végétarienne ne serait pas plus intéressante. Si quand je cuisine, je peux pas trouver des recettes sans viande, etc. Donc c'est vraiment la réduction. Pareil sur les voyages, j'ai pas décidé d'arrêter l'avion parce que j'adore voyager. J'ai grandi aussi dans des différents pays, etc. Donc pour moi, je pense aussi qu'il y a une richesse incroyable de découvrir d'autres cultures. Et j'entends que sur les paysages, sur l'environnement, on peut trouver des paysages en France qui sont aussi incroyables qu'à l'autre bout du monde. On peut pas, et on peut trouver d'autres cultures en France aussi, mais on trouvera pas un truc aussi différent en termes de culture que si on va à l'autre bout du monde. Et je pense d'ailleurs que c'est une erreur que certains peuples font de croire que sans sortir de chez eux, ils ont tout vu et ça fait des problèmes géopolitiques un peu intenses. Donc je reste convaincue qu'il faut aussi voyager. Après, si on peut voyager en prenant le temps, je me souviens comme ça à la radio, à un podcast, d'avoir entendu une dame qui faisait le tour du monde en 10 ans à pied. Mais c'est vrai que c'est le genre de projet qui est génial. Alors ça, c'est écolo et puis en plus, elle aura bien vu toutes les autres cultures avec 1 euro par jour, elle le faisait. Mais j'entends que tout le monde ne peut pas vivre cette vie-là et moi la première. Mais par exemple, effectivement, les voyages professionnels de une journée aller-retour à l'autre bout du monde, je trouve que c'est des choses où on devrait aussi nous-mêmes refuser en tant que personnellement pas OK avec ce genre de voyage, et changer un peu les habitudes. Et quand on prend l'avion, on sait pourquoi on le prend, on se rend compte de la chance qu'on a déjà économiquement de pouvoir se le permettre et puis de la richesse de la culture qu'on va voir en face, et on le fait pas pour aller dans un club med à l'autre bout du monde où on n'aura même pas un accès à la culture locale, etc., quoi. Donc moi j'ai une tendance à plutôt pas faire 100% le pas, le faire à 80% et me dire je fais plusieurs pas à 80% plutôt qu'un à 100%. Mais j'admire les gens qui le font à 100%. Enfin, clairement, il y a plein de gens au jour le jour qui sont beaucoup plus écolos que moi et c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Euh, et après, professionnellement, j'ai choisi de travailler dans une entreprise dont c'est la mission d'accélérer la transition écologique. Et pour moi, c'est important de travailler dans ce genre d'entreprise et de me dire que en fait, on passe quand même pas mal de temps au travail chaque semaine et tout ce temps-là, s'il est dédié à une cause chouette, c'est clair que c'est déjà hyper bien, quoi. Mm. Ouais, là, je te rejoins complètement, même sur les 80%. Moi, je suis comme toi, je fais que les 80, je me sens pas encore capable de faire les 100%. Et je trouve déjà ça ultra bien. Genre, je suis très fière de moi de faire déjà 80%. Est-ce que tu aurais des conseils et des bonnes pratiques pour les personnes qui sont un peu perdues dans la transition écologique? En personnel, je pense que les deux choses dont on a déjà parlé, la viande, en fait, euh, on voit qu'en moyenne, les gens qui mangent pas de viande, ils vivent 50 plus que les gens qui en mangent, par exemple. Les études montrent ça. Je pense qu'il faut se rendre compte rien que l'impact que la viande a sur notre santé, même en étant très égoïste. Et donc se dire, déjà, ça c'est un effort qu'il faut faire, de réduire un peu. Je dis pas qu'il faut arrêter, mais réduire un peu la viande et le lait. Ça peut être un bel effort de se dire soit je fais 2 jours par semaine sans viande, soit je me fais aucun midi avec de la viande, mais le soir je fais ce que je veux,
En général, le matin, on mange assez peu de viande, mais et des petits efforts comme ça, je pense que sur la nourriture, pareil, essayer de manger un peu plus de saison, bah, c'est top. Essayer d'aller dans un magasin bio ou aller chercher les produits bio si on peut se le permettre économiquement, c'est bien. Si on peut pas, bah, juste regarder qu'est-ce qui est de saison, qu'est-ce qui est un peu plus direct du producteur, surtout quand on est dans des grandes villes à Paris, mais dans plein d'autres grandes villes, ça se fait, facilement. Évidemment, je pense qu'il faut pas non plus c'est ce que tu disais, que tu étais fière de toi et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'arriver à être fier des efforts qu'on fait et de pas, culpabiliser. Et après, bah, le train en France, on a la chance d'être malgré le fait qu'on aime bien râler sur le système ferroviaire, on a quand même la chance d'être dans un pays qui a le meilleur système ferroviaire, un des pays dans le monde qui a le meilleur système ferroviaire et donc je pense qu'il faut en profiter et essayer de faire un max en train. Il y a quand même beaucoup de choses en Europe qu'on peut faire en train avant de commencer à prendre d'autres moyens de locomotion. Hem, Après le train c'est cher aussi, hein, donc il y a toujours ces sujets-là. Mais pour moi c'est ça. Et après il y a des petits gestes écologiques, bah ouais quand on ouvre l'eau parce qu'on se brosse les dents, bah ouais on l'arrête le temps de se brosser les dents et puis après on la rouvre. On trie ses déchets, on achète 3 poubelles et puis comme ça un peu plus vite. Le four on le préchauffe pas, on met directement la pizza dedans et puis après, tant pis ça chauffera bien comme ça. C'est tout des tout petits gestes où ça, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils éco là-dessus, même, l'ADEME, des organisations gouvernementales et cetera. Et si juste on en retient 5, avoir un thermostat chez soi intelligent si on peut, couper le chauffage quand il fait vraiment, bon, dehors, des choses comme ça, beh, c'est déjà, top et il faut se féliciter pour chaque geste qu'on fait. Mmh. Donc, essayer de diminuer le plus la culpabilité, quoi. Ouais, je pense qu'il faut diminuer la culpabilité puis diminuer un peu la conso. Ouais, aussi. Et en dernière question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi? Je pense que c'est de l'espoir en l'avenir. Et c'est comme ça qu'il faut le vivre. Et en deuxième, je dirais, c'est l'harmonie avec le milieu dans lequel on vit. Et je pense qu'on est tous convaincus que quand on va en forêt et qu'on voit plein d'espèces végétales et animales, c'est hyper chouette. Quand on voit des super beaux paysages, c'est hyper chouette. Quand on mange des trucs qui sont bons pour notre santé, c'est vraiment bien. Et je pense que c'est juste arriver à voir comment est-ce que je peux voir que dans l'avenir, ça, ce sera encore mieux pour les futures générations et ce sera fait avec encore plus d'harmonie, plutôt que de se dire: «Oh là là, qu'est-ce que je fais mal? Comment est-ce qu'on va faire pour changer?» C'est vraiment de se dire: «Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec plus d'harmonie et plus d'optimisme?» Et je pense que c'est là qu'on arrive vraiment vers une écologie, qui fonctionne, quoi. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter? Je pense qu'on a un peu moins parlé de la partie professionnelle, mais il faut aussi se dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont des entreprises sociales et solidaires, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent dans les sphères du vert, des énergies renouvelables, de la sobriété, du recyclage, du vintage, de la réutilisation, et que c'est aussi dans le choix de carrière professionnelle qu'on fait qu'on aura un impact personnellement. Et que ces entreprises-là, ben, elles recrutent, et qu'il faut aussi se dire qu'on a une certaine responsabilité dans les entreprises dans lesquelles on choisit de travailler. Faut pas culpabiliser quand on n'a pas le choix et quand on choisit, ou même qu'on a le choix et qu'on choisit d'autres types d'entreprises, mais il faut pas hésiter à se dire qu'il y a des jobs, qu'il y a des entreprises qui font des trucs intéressants et réfléchir tranquillement sans se mettre de pression, mais à aussi aller chercher ces entreprises-là et à voir ce qu'elles peuvent proposer. Et essayer peut-être aussi de changer les choses dans des entreprises qui pour l'instant n'ont pas cette transition écologique. Je suis, mais c'est très, très personnel comme avis, un peu moins convaincue là-dessus. Ok. Je pense quand même, surtout dans les entreprises qui sont un peu installées, un peu plus anciennes, que, on peut, s'abîmer un peu la santé à aller à contresens avec tout le monde, que c'est très dur à une personne d'avoir un impact assez fort pour faire bouger les choses et encore plus pour faire bouger les choses pour que ça se voit en externe et que ça a un impact sur l'externe, ce qui est aussi important en tant qu'entreprise. Et quand il y a un risque qui n'est pas négligeable, parce qu'on est dans ce milieu-là tous les jours, qu'on est avec nos collègues tous les jours, qu'on leur parle tous les jours,
de petit à petit que ce soit plutôt nous qui changeons que l'entreprise qu'on essaye de faire changer. Et c'est malheureusement un exemple, une expérience que j'ai vue et vécue de très nombreuses fois. Et pourquoi pas, hein, si les gens veulent y aller, je ne juge absolument pas, mais je mettrai un petit point d'attention là-dessus. Déjà, 1, ne vous détruisez pas la santé à essayer de changer les autres. Et 2, faites attention que ce soit pas vous qui changez. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.